Je m'appelle Michel. J'ai 30 ans et je n'aurais jamais imaginé être trahi par ceux-là même qui m'ont élevé. C'était un mardi matin comme les autres, dans ma start-up de WeChat, quand mon téléphone a vibré. Un message a fait basculer mon monde. On est en vacances à Miami avec la famille de ta sœur. On a vidé le compte joint. Haha. Ces mots de mes parents se sont gravés dans ma mémoire, leur cruauté désinvolte me blessant plus profondément que je ne l'aurais cru. Mes doigts n'ont pas tremblé quand j'ai répondu. Bonne chance. En apparence, je gardais mon calme, servant un café à un client avec mon sourire habituel. Mais intérieurement, mes pensées s'emballaient. Ce compte, ce n'était pas juste de l'argent. C'était des années d'économie, la sueur de longues nuits passées à coder, les sacrifices que j'avais faits pour faire survivre notre start-up, tout cela était destiné à la maison familiale. Ils pensaient m'avoir berné, s'envolant pour Miami dans le luxe tout en se moquant de moi à distance. Mais ils ignoraient tout des mois que j'avais discrètement suivi leurs manœuvres douteuses, leurs plans murmurés, leur arrogance. Je n'étais plus la fille naïve qu'ils pensaient pouvoir manipuler. J'avais un plan minutieusement élaboré, et le moment venu, ils découvriraient jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger ce qui m'appartenait. Leur rêve de Miami était déjà condamné, et j'étais prête à le briser. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est une question pour vous. Que feriez-vous si vos propres parents vous trahissaient ainsi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux savoir comment vous réagiriez face à une trahison aussi profonde. 3 mois plus tôt, j'avais remarqué que quelque chose clochait. Ma start-up à WeChat prospérait, mais le compte joint familial destiné au remboursement de l'emprunt immobilier de la maison de nos parents se vidait à une vitesse alarmante. À 30 ans, j'avais investi des milliers de couronnes en nuit blanche à coder, à démarcher des investisseurs et à sacrifier mes vacances pour maintenir mon application à flot. Mon père n'arrêtait pas de me demander de contribuer davantage, prétextant que les mensualités de la maison étaient difficiles à payer. Je lui faisais confiance, ou du moins je voulais lui faire confiance, mais ses appels étaient trop fréquents, son ton trop agressif, comme si je lui devais quelque chose pour le simple fait d'exister. Un soir, en consultant mon compte, j'ai remarqué un débit de 5 000 $ sur un compte d'agence de voyage. J'ai été paralysé. Le remboursement du prêt immobilier n'était que dans plusieurs semaines et je n'avais autorisé aucun voyage. En creusant un peu, j'ai découvert d'autres réservations d'hôtels à Miami, des vols en première classe et une voiture de location de luxe. J'ai eu la nausée en remontant la piste des dépenses jusqu'à une carte liée à ma mère. Elle n'avait jamais mentionné de vacances, pas plus que ma sœur. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu mon solde fondre comme neige au soleil chaque semaine sans explication. J'ai commencé à enregistrer des captures d'écran de chaque transaction, de chaque retrait. Puis, un cousin m'a donné un tuyau. Il avait entendu ma mère se vanter de grandes vacances en famille. J'ai piraté une ancienne conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine depuis longtemps. Et là, je l'ai trouvée. Des messages entre ma mère et ma sœur, où elles planifiaient un voyage à Miami et riaient de la façon dont elles allaient gérer l'argent. Ma sœur a écrit « Ne t'inquiète pas, elle ne s'en apercevra pas avant qu'il ne soit parti. » Je l'ai enregistré aussi, la mâchoire serrée. Je n'allais pas me laisser faire. Le lendemain, j'ai ouvert un compte séparé dans une autre banque et j'y ai transféré les bénéfices de ma start-up. J'ai appelé une avocate rencontrée lors d'un événement de réseautage, une femme brillante spécialisée dans les litiges financiers. « Pouvez-vous protéger mes actifs si ma famille abuse de notre compte joint ?» ai-je demandé d'une voix calme, mais le cœur battant la chamade. Elle n'a pas hésité. Absolument. Commencez à tout documenter. Autour d'un café dans mon bureau, j'ai étalé les preuves, capture d'écran, relevé bancaire, ces SMS compromettants. Mon avocate a hoché la tête et a pris des notes. C'est exact, a-t-elle dit. Nous pouvons demander le gel des fonds s'ils font quelque chose de grave. J'ai ressenti une lueur de contrôle, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Mes parents ont toujours préféré ma sœur, son mariage, sa maison, sa vie parfaite, tous les éloges. J'étais leur bourreau de travail, celle qui payait les factures pendant qu'ils l'escroquaient. C'était fini. De retour dans mon appartement, j'ai continué mes recherches. Une autre transaction est apparue, un acompte pour un appartement en bord de mer à Miami. Je l'ai comparé à la conversation de groupe. Ma mère avait écrit « Ce sera le voyage d'une vie, juste nous et ta famille. » Aucune mention de moi, aucune invitation, aucun remerciement pour l'argent que j'avais déposé sur leur compte. J'ai imprimé l'historique des conversations, les mains désormais assurées. Chaque soir, je sauvegardais mes preuves sur un disque dur sécurisé, sachant que j'en aurais bientôt besoin. Mon père a appelé un après-midi, d'un ton suffisant. « Michel, il nous faut encore 2 000 $ pour la maison », a-t-il dit comme si c'était une habitude. J'ai joué le jeu et j'ai dit que je vérifierais mon argent, mais que j'en avais assez d'être leur distributeur automatique.
Mon avocat avait déjà rédigé une lettre exigeant des explications sur ce compte. Je l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception. Sans adresse de retour. Ils y réfléchiraient à 2 fois avant de toucher à une autre odeur. Assise dans mon bureau, les yeux rivés sur la pile de preuves qui s'accumulait, je compris que ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de respect, ou plutôt de leur absence de respect. Mes parents pensaient pouvoir se servir de moi, me jeter et rire au passage. Ma sœur était complice, savourant leur favoritisme. Je n'étais plus en colère. J'étais concentrée. Ils m'avaient sous-estimé, mais j'étais prête. Le compte était encore actif, mais plus pour longtemps. J'allais m'en occuper. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. Des messages de ma mère, Ruth. Michel, tu es trop occupé avec ta petite application pour comprendre les vraies questions d'économie. Son ton était empreint de condescendance. Laisse-nous gérer le compte. Je fixai l'écran, mon café refroidissant sur mon bureau. Son arrogance n'était pas nouvelle, mais elle me touchait différemment maintenant, comme un défi que j'étais prête à relever. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je me suis connecté au site web de la banque et j'ai trouvé la carte de crédit liée à notre compte joint, celle qu'ils avaient utilisée pour leur réservation à Miami. En quelques clics, j'ai signalé la fraude et je l'ai bloquée, leur coupant ainsi l'accès aux vols et aux hôtels. À midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Mon père, Thomas, était furieux cette fois. « Qu'as-tu fait ? On est bloqué à l'aéroport. » J'imaginais sa voix résonner dans le terminal. Je suis restée silencieuse, laissant leur panique s'installer. De retour à mon bureau à Wichita, j'ai appelé mon avocate. Ils utilisent le compte pour des voyages privés, lui ai-je dit, et je lui ai transféré le dernier message de Ruth. Peut-on avancer ? Elle était déjà en train de rédiger les documents pour porter plainte pour détournement de fonds. Nous exigerons un audit complet, m'a-t-elle assuré. Son ton était calme mais ferme. Je lui ai envoyé les captures d'écran. J'avais conservé chaque transaction, chaque SMS qui prouvait leur trahison. Le compte joint était censé maintenir la maison familiale à flot, pas financer leurs vacances. Mon avocat m'avait prévenu que ça pourrait mal tourner, mais je m'en fichais. Ils avaient franchi la ligne rouge, et je n'allais pas céder. À 3 heures, Oli m'a appelé d'un ton sec et accusateur. « Michel, comment oses-tu gâcher notre voyage ?» a-t-elle sifflé, crachant mon nom comme une insulte. J'ai attrapé mon téléphone et gardé un ton neutre. « Oli, tu savais qu'ils avaient pris mon argent. » Elle a ricané, prétendant qu'il s'agissait de fonds familiaux auxquels ils avaient droit. Je n'ai pas discuté. J'avais déjà envoyé un courriel à la banque pour demander le blocage de tous les retraits. La directrice, Madame Davis, a confirmé que la mesure serait prise en compte le soir même, laissant Thomas et Ruth en plan, sans possibilité de réserver de nouveaux vols. L'appel d'Oli s'est terminé par des murmures sur mon égoïsme, mais j'ai perçu une pointe d'inquiétude dans sa voix. Tant mieux. Il commençait à en subir les conséquences. J'ai passé l'après-midi à rassembler mes preuves, à imprimer les relevés bancaires et les SMS de Ruth. Mon avocate m'a rappelé et m'a dit que le tribunal pouvait programmer une audience d'urgence sous peu. « Vous avez un dossier solide », a-t-elle affirmé, en citant les preuves écrites irréfutables. « J'ai acquiescé, ma determination serait forcante. » Les messages de Ruth continuaient d'affluer, chacun plus audacieux que le précédent, se moquant de mon éthique de travail, de mon obsession pour ma start-up. « Tu ne nous suivras jamais », a-t-elle écrit. J'ai conservé celui-ci aussi et l'ai ajouté à la pile. Leur arrogance me poussait à agir plus vite. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un ami de la famille qui avait entendu parler du fiasco de l'aéroport. Thomas avait essayé de réserver un hôtel avec sa carte personnelle, mais la réservation avait été refusée en raison d'un endettement trop important lié à leurs dépenses personnelles. Je n'ai pas souri, mais j'ai ressenti une satisfaction discrète. Mes parents pensaient pouvoir me berner, utiliser mes économies pour leurs vacances. Oli pensait pouvoir profiter de leur succès et se prélasser dans leur basque. Mais j'avais renversé la situation. Le gel de mon compte bancaire n'était que le début. Mon avocate préparait une plainte formelle détaillant chaque retrait non autorisé. Assise à mon bureau, le cœur lourd, je fixais la pile de preuves. Ils m'avaient sous-estimé, mais la justice allait rétablir l'ordre. Leurs vacances de rêve étaient en train de s'effondrer, et je n'en étais qu'au début. À midi, Robert, le mari de ma sœur Oli, m'appela d'une voix sèche. « Michel, tu es allé trop loin en annulant ces cartes, aboya-t-il, sans me laisser placer un mot. Tu es en train de gâcher les vacances de notre famille. » Je me suis adossé à ma chaise de bureau à Wichita, mon ordinateur portable ouvert sur un tableur de nouveaux contrats clients. Sa colère ne m'atteignait pas. J'avais vu la dernière publication d'Oli sur les réseaux sociaux. Une photo d'elle sirotant un cocktail sur un balcon à Miami, avec la légende « On profite de la vie, et tant pis pour les rageux ».
La publication avait reçu des dizaines de « j'aime » de ses amis, mais j'avais remarqué quelques commentaires s'interrogeant sur la provenance de l'argent. J'affichais un large sourire, sachant que la vérité finirait par éclater. Je gardais mon calme. « Robert, tu sais bien que ce compte était pour la maison familiale, pas pour tes vacances à la plage, » sifflait-il, prétendant qu'il s'agissait d'argent commun. Holly intervint alors, sa voix stridente résonnant dans le haut-parleur. « Michel, tu es juste jalouse de notre bonheur » lança-t-elle en crachant mon nom comme un poison. Je ne bronchais pas. « Holly, j'ai la preuve que tes parents ont pris mes économies sans me demander mon avis. » Je prononçais ces mots délibérément. Je leur envoyai par courriel une capture d'écran du SMS de Ruth, tirée de la conversation de groupe, où elle se vantait de ses projets pour Miami. Un long silence suivit. Puis Holly murmura « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais sa voix tremblait. Elle savait que je les avais acculés. Le soir même, l'histoire s'était répandue. Un collègue avait surpris notre conversation et en avait parlé à un ami, qui l'avait partagé dans une conversation de groupe local à Wichita. Bientôt, les messages affluèrent d'anciens camarades de classe et de voisins. « Est-ce vrai que tes parents ont vidé ton compte ?» L'un d'eux a posé la question. Un autre a écrit « Tu ne mérites pas ça, Michel. » Je n'ai pas répondu, mais ce soutien m'a réconforté. Une amie de la famille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait vu la publication d'Holly et qu'elle la trouvait un peu mièvre, vu les circonstances. La situation avait basculé, et je n'avais même pas dit un mot publiquement. Je me suis plutôt concentré sur ma start-up. Une cliente importante, Madame Carter, venait de signer un contrat pour mon application afin de simplifier la gestion des commandes de sa boulangerie. Elle a appelé cet après-midi-là, enthousiasmée par la démo que je lui avais envoyée. « Ça va nous faire économiser des milliers de dollars », m'a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. J'ai souri et noté ses commentaires tout en consultant mes emails. Un autre client souhaitait me rencontrer, impressionné par ma récente présentation lors d'un salon professionnel des technologies. Mon entreprise prenait de l'ampleur malgré le chaos familial. Je travaillais tard à peaufiner le code et à répondre aux emails, déterminé à maintenir le cap. Holly n'a pas baissé les bras. Elle a publié une autre photo ce soir-là, un coucher de soleil sur l'océan, avec une légende sur la solidarité familiale. J'ai parcouru les commentaires et j'en ai vu un d'une amie commune. « Tu n'as pas utilisé l'argent de ta sœur pour ça ?» La réponse d'Holly était vague, prétextant un malentendu. J'ai enregistré la capture d'écran et l'ai ajoutée à mon dossier de preuve. Mon avocat m'avait conseillé de tout conserver, et je ne voulais prendre aucun risque. Je lui ai envoyé par courriel la nouvelle publication, accompagnée d'un mot indiquant qu'ils allaient doubler le montant. Elle a répondu rapidement, disant que cela renforçait notre dossier pour l'audience à venir. Le lendemain matin, une voisine est passée à mon bureau avec un café et m'a dit qu'elle avait entendu parler de cette histoire à Miami au fil des ans. « Les gens parlent ?» a-t-elle dit en secouant la tête. « Tes parents se vantaient toujours de la vie parfaite d'Holly, mais là, c'est vraiment bas. » J'ai acquiescé, gardant mes pensées pour moi. Les murmures de la société se faisaient plus forts, et je savais que Thomas et Ruth sentaient la pression. Une cousine m'a envoyé un texto pour savoir si j'allais bien, disant qu'Holly l'avait appelé et avait essayé de déformer l'histoire. Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti que la situation avait changé. Mes parents et Holly pensaient pouvoir me faire passer pour la méchante, mais la vérité a fini par éclater. J'ai continué à travailler, signant un nouveau contrat à midi avec une salle de sport du coin, qui voulait mon application de suivi des abonnements. Mon équipe était en effervescence, indifférente au drame familial mais galvanisée par notre croissance. Assise à mon bureau, je fixais le dernier poste d'Holly, son sourire suffisant me donnant de l'énergie. Ils pensaient pouvoir me faire taire, mais je construisais quelque chose de plus grand que leurs mensonges. Le soutien de la communauté était un bonus, mais ma véritable force venait de la certitude de les avoir dupés. Le procès était imminent, et j'étais prête à tout révéler. Ce soir-là, j'ai retrouvé ma meilleure amie Wendy au restaurant pour me changer les idées. Les néons bourdonnaient doucement tandis que nous nous installions dans une banquette, et je lui ai tout raconté. Les accusations d'Holly, les cris de colère de Robert, les murmures de la communauté. Wendy s'est penchée vers moi, le regard dur. « Michel, tu es plus forte qu'il ne le pense », a-t-elle dit en me serrant la main. « Ne les laisse pas te miner le moral. » Ces mots résonnèrent comme une bouée de sauvetage. Je portais seul le poids de la trahison de ma famille, mais la détermination de Wendy me rappela que je n'étais pas seul. Elle me tendit une assiette de frites et insista pour que je mange quelque chose. « Tu vas t'en sortir ?» ajouta-t-elle d'une voix assurée. J'acquiesçai, sentant une étincelle de détermination se rallumer en moi. Plus tard dans la soirée, mon téléphone sonna. C'était la sœur cadette de ma tante Patricia Ruth. « Michel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de problème avec Ruth ?» demanda-t-elle d'un ton sec mais prudent.
Je pris une grande inspiration et lui envoyai la capture d'écran de la conversation de groupe. Ruth planifiait le voyage à Miami avec Holly, riant à l'idée d'utiliser mon argent. Un long silence s'ensuivit. Je ne savais pas, finit par dire Patricia, sa voix s'adoucissant. Ruth a dit que tout était convenu. Je sentais le doute s'insinuer en moi. Pat, ils ont pris des milliers de dollars sur le fonds fiduciaire de la maison, dis-je, gardant un ton égal. Elle avait promis de parler à Ruth, mais je sentais bien qu'elle commençait à soupçonner des incohérences dans le récit de ma mère. Le lendemain, tout le monde parlait de ma start-up. Madame Carter, la propriétaire de la boulangerie, m'a envoyé un courriel pour me dire que ses clients adoraient les nouvelles fonctionnalités de l'application. « Tu es une perle, Michel », a-t-elle écrit, en joignant un contrat pour 2 autres points de vente. Les rumeurs concernant mes problèmes familiaux s'étaient répandues comme une traînée de poudre à Wichita, et d'une manière ou d'une autre, cela avait boosté mon activité. Un blog d'actualité locale a repris l'histoire, me présentant comme l'entrepreneuse outsider luttant contre la cupidité familiale. De nouveaux clients m'ont appelé et m'ont recommandé l'article, et mon chiffre d'affaires a bondi de 10% du jour au lendemain. J'ai passé la matinée à former mon équipe, enthousiaste mais concentrée et déterminée à maintenir cette dynamique. Après le travail, j'ai parcouru les réseaux sociaux d'Holly. Elle avait publié une vidéo de Miami, un montage de photos d'elle et de ses enfants sur la plage, avec la légende « La famille avant tout ». Les commentaires étaient mitigés. Certains l'ont complimenté, mais d'autres, dont une ancienne voisine, ont écrit « J'espère que tu n'as pas financé ça avec l'argent de ta sœur ». J'ai sauvegardé la vidéo et les commentaires et je les ai envoyés par courriel à mon avocate. Chaque publication était une preuve supplémentaire de l'arrogance d'Holly, alors que mes économies finançaient son bronzage. J'ai aussi retrouvé une ancienne publication, une photo d'elle et de Ruth en train de faire du shopping pour des maillots de bain, datant de plusieurs semaines avant le voyage. Je l'ai classée, le menton serré, sachant qu'elle les liait au retrait non autorisé. Wendy m'a ensuite envoyé un texto pour prendre de mes nouvelles. « Tu vas bien ?» a-t-elle écrit. J'ai répondu par un pouce levé, reconnaissante de son soutien. Elle avait été la seule à avoir percé à jour la façade de ma famille dès le début. Elle soulignait toujours leur favoritisme envers Holly. J'ai travaillé tard, organisant les captures d'écran de mon dossier de preuves, les relevés bancaires, et maintenant les publications d'Holly. Mon avocate m'a écrit pour me dire que les nouvelles preuves sur les réseaux sociaux renforçaient notre dossier. Il se tire une balle dans le pied, a-t-elle écrit. J'ai ressenti une confiance tranquille. L'audience s'était déroulée sans incident majeur, et j'étais prête à les affronter au tribunal. Le lendemain matin, la barista de mon café habituel m'offrit un latte. « Tu te rends compte de ce que tu traverses ?» me chuchota-t-elle. « Tu vas y arriver. » Je souris, surprise par cette gentillesse. Le soutien de la communauté s'intensifia. Des messages de vieux amis, des courriels de commerçants locaux, et même un mot de mon entraîneur de lycée. Il me voyait comme bien plus que le bouc émissaire de la famille. Au même moment, Patricia m'interpella de nouveau, la voix rauque. « J'ai parlé à Ruth, dit-elle. » Elle refusa de s'expliquer. Je n'insistai pas, mais son hésitation me fit comprendre qu'elle penchait pour moi. Mes parents et Holly pensaient pouvoir arranger les choses, mais la vérité finit par éclater, un allié après l'autre. Lundi matin, je me rendis au tribunal de Wichita avec mon avocat. L'atmosphère était pesante lorsque nous entrâmes dans la petite salle d'audience lambrissée, mon dossier de preuves sous le bras. Mon avocat, élégant dans son costume bleu marine, me fit un signe de tête. De l'autre côté de la salle, Thomas et Ruth étaient assis, raides, évitant mon regard. Holly était là aussi, les bras croisés, me fixant du banc. Je pris une profonde inspiration et m'assis, prête à révéler la vérité. Mon avocate se leva la première, la voix claire. Votre honorable cliente, Michelle Keller, possède des preuves que Thomas et Ruth Keller ont détourné des fonds d'un compte joint destiné à l'entretien du patrimoine familial. Elle tendit au juge une liasse de documents. Des relevés bancaires montrant des milliers de captures d'écran de SMS de Ruth préparant le voyage à Miami, et des publications sur les réseaux sociaux d'Holly se vantant des vacances. J'observais le visage du juge, calme mais concentré, tandis qu'il feuilletait les documents. Mon avocate désigna un SMS précis de Ruth. On utilise la ligne de crédit hypothécaire. Michel ne s'en apercevra pas. La salle me parut plus petite, les mots résonnant dans ma tête. Thomas se leva pour parler, la voix dure. C'était un compte familial, insista-t-il. On avait parfaitement le droit de l'utiliser pour un voyage en famille. Ruth acquiesça et ajouta « Michel a accepté de contribuer. Elle exagère. » Leur avocate chercha frénétiquement des papiers, prétendant que les retraits avaient été mal compris. Je serrai les poings sous la table.
Mon avocate répliqua en présentant un accord signé stipulant que le compte était destiné à la maison familiale et non à des dépenses personnelles. Le juge haussa un sourcil, visiblement peu convaincu par leur défense. Holineputseter. Sa voix était tendue. Michel essaie juste de nous séparer, siffla-t-elle en me pointant du doigt. Elle a toujours été jalouse de notre famille. Le juge frappa du marteau et l'ordonna de s'asseoir. Je la regardai droit dans les yeux, le cœur battant. Holly, tu savais qu'ils avaient pris mes économies, dis-je d'une voix calme mais ferme. Le silence se fit dans la salle d'audience. Mon avocate tendit un autre document au juge, une vidéo d'Holly à la plage, avec des paroles évoquant leurs premières vacances en famille. L'expression du juge se durcit tandis qu'il lisait les commentaires et s'interrogeait sur la provenance de l'argent. L'audience reprit et mon avocate démonta leurs excuses. Elle montra. Chronologie des retraits, tous correspondant aux dates de leur réservation à Miami. Thomas tenta d'intervenir, prétendant agir dans l'intérêt de la famille, mais le juge le coupa. À Monsieur Keller, les preuves suggèrent le contraire, déclara-t-il d'un ton définitif. Le visage de Ruth se figea et Holly se sentit mal à l'aise. Je ressentis un frisson discret, non pas de joie, mais de certitude. La vérité était indéniable et leurs mensonges commençaient à s'épuiser. Après une brève pause, le juge revint avec sa décision. Les preuves démontrent clairement un détournement de fonds du compte joint. Il déclara « Tous les actifs associés à ce compte sont gelés avec effet immédiat, dans l'attente d'un audit financier complet. » Il se tourna vers Thomas et Ruth. « Vous êtes sommés de restituer les $7 000 retirés à Michel Keller dans les 24 heures, sous peine de sanctions supplémentaires. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Holly reprit son souffle et chuchota quelque chose à Ruth, mais je retins le mien. Son regard était fixé sur le juge. Son marteau s'abattit, scellant la décision. En quittant la salle d'audience, Thomas marmonna quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Ruth attrapa le bras d'Holly et l'entraîna vers leur avocat, qui semblait abattu. Je suis sorti avec mon avocat, le poids du dossier est plus léger maintenant. Elle me serra l'épaule. « Tu as fait du bon travail, Michel, dit-elle, dit-il. C'est un bon début. » J'acquiesçai, pensant déjà à la suite. La communauté s'était unie derrière moi, et maintenant le tribunal aussi. L'arrogance de Thomas et Ruth s'était effondrée, et l'emportement d'Holly ne faisait que les discréditer davantage. Le combat n'était pas terminé, mais j'étais prête à affronter la suite. Une semaine plus tard, des rumeurs concernant les problèmes de mes parents me parvinrent. Au bureau, j'ai entendu mes collègues murmurer à propos d'un panneau, à vendre, sur la précieuse voiture de collection de Thomas, garée devant chez eux. Un voisin m'a envoyé une photo du panneau par SMS, en ajoutant « Ils se disputent ». Assise à mon bureau, je fixais la photo. Thomas et Ruth avaient également vendu le collier de diamants de Ruth. D'après les rumeurs qui circulaient chez les bijoutiers du coin, l'ordonnance du tribunal leur enjoignant de rembourser $7 000 les avait durement touchés. Leur réputation, autrefois si brillante dans les cercles mondains de Wichita, était en train de s'effondrer. Leurs amis, qui admiraient jadis leurs dîners fastueux, chuchotaient désormais sur leur avidité lors des réunions locales. Holly et Robert n'étaient guère mieux lotis. Une cliente de ma start-up, qui connaissait l'agence immobilière de Robert, m'a confié qu'il avait perdu une grosse affaire. Plus personne ne lui fait confiance depuis cette histoire de procès, m'a-t-elle dit autour d'un café. Holly avait cessé de publier sur les réseaux sociaux. Son flot habituel de photos de famille idyllique s'était tu. J'ai appris par un cousin qu'ils avaient des retards de paiement sur leur prêt immobilier et que leur train de vie s'écroulait sous le poids de leurs propres choix. La tentative de me faire passer pour la méchante s'était retournée contre moi, et la société de Robert en payait le prix. Je n'ai pas exulté, mais j'ai ressenti une paix intérieure en sachant que leurs actions avaient des conséquences. Cet après-midi-là, Patricia Michel a appelé. Je m'étais trompé au sujet de Ruth. Sa voix était empreinte de regret. Je n'aurais pas dû prendre son parti sans connaître la vérité. Elle avait publié des excuses publiques sur ses réseaux sociaux, un court message admettant avoir mal évalué la situation. Je l'ai lu sur mon téléphone, surprise mais soulagée. « Pat, merci », ai-je répondu d'un ton neutre. Ces mots n'ont pas effacé la douleur, mais ils constituaient un pas vers la justice. La communauté l'a remarqué. Les commentaires sous sa publication louaient mon courage et me qualifiaient d'inspiration pour avoir osé prendre position. Ma start-up, quant à elle, décollait. Un journal local a publié un article sur mon application, intitulé « Affrontement entre entrepreneurs adeptes de la sorcellerie, trahison familiale et succès technologique ». Le journaliste avait appelé après le procès, intrigué par l'effervescence qui régnait en ville. J'ai accordé une brève interview axée sur la croissance de mon entreprise, et non sur. Ce fut un véritable drame. L'article a attiré une foule de nouveaux clients,
restaurants, magasins et même une concession automobile qui voulait mon logiciel. Mon chiffre d'affaires a augmenté de 15% et mon équipe a fait des heures supplémentaires pour répondre à la demande. Je passais mes soirées à former avec énergie les nouveaux employés de mon bureau, un contraste saisissant avec la situation difficile de ma famille. Un soir, en passant devant la maison de Thomas et Ruth, j'ai remarqué la pelouse décolorée là où leur voiture rutilait autrefois. Un voisin m'a fait signe et m'a dit « Ils ne viennent plus au club de lecture ». J'ai hoché la tête, gardant mes pensées pour moi. Le changement de société était évident. Ceux qui autrefois encensaient mes parents étaient désormais de mon côté. Un entrepreneur local m'a envoyé un courriel après avoir lu l'article et m'a proposé un partenariat. « Votre ténacité est impressionnante », a-t-il écrit. J'ai conservé le message, un rappel que mon travail était plus important que leur trahison. Oli m'a envoyé un SMS bref. « Tu nous as ruinés ». Je n'ai pas répondu. Ces mots sonnaient creux, une ultime tentative de se dédouaner. J'ai transféré le SMS à mon avocate, qui préparait l'audit final du compte joint. Elle m'avait prévenu que Thomas et Ruth pourraient essayer d'éviter le remboursement, mais leurs actifs vendus suggéraient qu'ils respectaient les règles. Je me suis concentré sur la signature d'un contrat par mon entreprise avec un nouveau client, une chaîne de salles de sport en pleine expansion au Kansas. Mon équipe a fêté ça avec des pizzas à la pause café, insouciante du drame familial mais fière de notre croissance. Patricia est passée à mon bureau le lendemain, avec des biscuits faits maison. J'ai parlé à Ruth, m'a-t-elle dit, et elle a posé le bocal sur mon bureau. Elle est gênée, mais refusant de l'admettre, je l'ai remerciée et j'ai écourté la conversation. Ses excuses avaient changé la donne, et je n'en avais pas besoin de plus. Le soutien de la communauté, l'article de journal et le succès de mon entreprise suffisaient. Thomas, Ruth et Oli pensaient pouvoir me surpasser, mais leur monde se rétrécissait tandis que le mien s'étendait. J'étais prête pour l'affrontement final, quoi qu'il arrive. 2 ans plus tard, j'assistais au lancement de la nouvelle application de mon entreprise. Le centre de congrès de Wichita vibrait au rythme des investisseurs, des clients et des journalistes locaux, tous réunis pour assister à cette nouvelle étape importante pour ma start-up. Mon équipe avait travaillé sans relâche, et désormais, nos entreprises, propulsées par nos logiciels, étaient présentes dans tout le Kansas. Je n'avais plus parlé à Thomas, Ruth ni Oli depuis l'ordonnance du tribunal. J'avais bloqué leurs numéros, supprimé leurs emails et construit une vie libérée de leur trahison. Le choix n'avait pas été facile, mais il était nécessaire. Mon article valait bien plus que leurs excuses. Wichita avait fait de mon entreprise une réussite. Les articles me qualifiaient de « local ». Héroïne, je soulignais comment j'avais transformé les drames familiaux en moteur de croissance. Mon chiffre d'affaires avait triplé et nous avions ouvert un 2e bureau en centre-ville. Je suis monté sur scène et j'ai remercié mon équipe, la voix assurée malgré les projecteurs. Les applaudissements du public ont couvert le passé, me rappelant que j'avais bâti quelque chose de plus grand que leurs mensonges. Thomas et Ruth n'étaient plus que des ombres. Un cousin m'a dit qu'ils avaient déménagé dans un appartement plus petit, leur cercle d'amis disparu. Les réunions de famille les ignoraient, leur nom à peine mentionné. Ils avaient vendu d'autres biens pour rembourser leurs dettes. Leur fierté s'était érodée. Oli a pris contact avec moi et m'a envoyé une lettre pour me demander pardon. « Michel, je ne voulais pas te blesser », a-t-elle écrit. Je l'ai lu, puis je l'ai jeté à la déchiqueteuse. Ces mots arrivaient trop tard, trop vides. Je lui avais donné des chances, et elle avait choisi le camp de l'avidité. Wendy était avec moi au lancement, son enthousiasme était contagieux. Nous lançons une nouvelle fonctionnalité d'IA le mois prochain, a-t-elle dit en souriant, un verre de vin à la main. Elle était devenue mon associée, ses compétences techniques étaient précieuses. Nous avons aiguisé notre esprit. Nous avons réfléchi tard dans la nuit, esquissant des idées pour notre prochain projet. Sa présence m'a ancré dans la réalité, un rappel d'une loyauté inébranlable. Nous n'avons pas ressassé le passé. Nous étions tournés vers l'avenir. Avec le recul, j'ai appris à protéger ce qui m'appartient, mon argent, ma confiance, mon énergie. Mon intuition m'avait mise en garde contre les intentions de ma famille, et j'aurais aimé l'écouter plus tôt. Leur trahison m'a appris à être indépendante, à tracer mon propre chemin sans dépendre de ceux qui m'avaient trahi. J'ai transformé leur chaos en force, et ce fut ma victoire. Merci d'avoir lu mon histoire. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous?